Salut les amis, aujourd'hui je voudrais encore parler avec vous des expériences de René Péhoc parce que vous avez été nombreux à me faire des retours sur la vidéo et d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est vraiment enrichissant pour moi et certains d'entre vous m'ont demandé de donner plus de détails sur les expériences et aussi d'aller aussi plus dans la critique et l'analyse des différentes critiques qui ont été faites à propos de ces expériences. Alors avant tout, il faudrait regarder la première vidéo si vous l'avez pas regardée parce que vraiment vous n'allez pas comprendre le déroulé sinon. Donc je vous invite à la regarder avant si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, voilà, pour préparer cette vidéo, je me suis vachement replongé dans le sujet des expériences de René Péhoc avec les poussins. Alors j'ai relu sa thèse, j'ai trouvé tous les articles que je pouvais trouver qu'il avait écrits, je les ai lus, j'ai relu toutes les critiques, reanalysé tout ça, reanalysé les résultats. J'ai vraiment fait un travail en profondeur et j'ai même trouvé quelque chose d'assez surprenant, vous verrez à la fin, je vais en parler. Et j'ai trouvé aussi une émission de radio qui est passée en 2014 sur RTL avec Jacques Pradel et qui interviewe René Péhoc et qui parle de ses travaux. Vraiment, cette émission est très bien et je vous invite à l'écouter parce que vous en apprendrez davantage sur le sujet et vous verrez, il y a pas mal de choses très intéressantes. L'un des chroniqueurs de cette émission parle d'une preuve absolue de l'influence de l'esprit sur la matière. On va voir que pour moi, on n'en est pas loin, mais il y a un petit hic, je vous en parlerai à la fin. Donc avant de vous parler plus en détail des différentes critiques qui ont été faites sur les travaux de René Péhoc, il faut que je revienne sur la méthodologie expérimentale qui a été utilisée et sur l'analyse des résultats, parce que sinon vous ne pourrez pas comprendre les critiques. Tout d'abord, je voudrais dire que je me suis concentré sur deux expériences de René Péhoc. L'une que j'ai présentée qui est dans sa thèse, et l'autre en fait qui a été faite au sein de la Fondation Odier et pour lequel il y a eu un article dans The Journal of Scientific Exploration, qui est un journal à peer reviewing de parapsychologie, qui est donc pas très reconnu par la communauté scientifique parce que la parapsychologie a du mal à se faire reconnaître comme étant une science, mais qui est quand même un journal sérieux. Au sujet de la thèse de René Péhoc, je vais revenir rapidement sur le protocole expérimental. Donc en fait, il a pris un robot qui se déplace aléatoirement, qui s'appelle le Thicoscope, et il l'a placé sur une feuille de papier et a regardé ses tracés pendant une centaine d'essais. Il a analysé ces tracés et a vu que le robot se déplaçait aléatoirement, comme ce qui était prévu. Ensuite, il a fait exactement la même expérience, mais en plaçant un poussin qui avait au préalable été conditionné pour croire que le robot était sa maman, et le poussin se situait en haut à gauche de la feuille. Il a fait une centaine d'essais comme ça avec une centaine de poussins, et il a vu que le robot se déplaçait 2,6 fois plus vers le poussin. Alors comment est-il arrivé à ce résultat? En fait, c'est assez simple. Il a pris une bande de 1 cm sur tout le contour de la feuille de papier et il les a découpés en carrés de 1 cm. Ensuite, il a compté dans chaque carré, s'il y avait un trait, il a compté 1 et s'il n'y avait pas de trait, il a compté 0. S'il y avait plusieurs traits, il a toujours compté 1 aussi. Il a divisé cet espace en deux et il a considéré une partie de l'espace comme étant proche du poussin et une partie de l'espace éloignée du poussin. Et il a fait des additions. Et par exemple, pour le poussin numéro 83, on avait 23 traits vers le poussin contre 9 traits éloignés du poussin. Si on additionne tous les résultats des 100 poussins, ça nous donne des chiffres comme 2000 et quelques traits vers le poussin sur 1000 et quelques traits éloignés du poussin, ce qui nous donne un ratio de 2,59. Il y a les calculs qui s'affichent, là je ne les ai plus en tête. Quand on n'a pas de poussin, on est plus sur du 50-50. Et il a aussi fait les essais avec un poussin mais qui n'avait pas été imprégné, avec une centaine de poussins aussi, hein, il a fait comme ça, qui n'avaient pas été imprégnés. Et là, pareil, on est plus vers le 50-50. Ensuite, j'aimerais vous parler des travaux de la Fondation Odier. Donc c'est une fondation de parapsychologie qui a financé les travaux de René Péhoc par la suite. Et il les a fait aussi avec un certain docteur Tanguy, qui est docteur en robotique et qui a fait sa thèse de robotique là-dessus. En fait, il a fabriqué un nouveau robot aléatoire qu'ils ont baptisé le Thicoscope 2, qui est un peu plus gros. Et sa particularité, c'est qu'il est contrôlé à distance par ondes radio et par un ordinateur
qui lui est relié à un générateur de nombres aléatoires qui pour cette fois a été placé dans une cage de Faraday et dans du liquide pour éviter toute influence électromagnétique sur les résultats. Le fait aussi de le contrôler par ordinateur permet d'avoir une analyse beaucoup plus pratique et plus dense des résultats, et donc d'être plus précis aussi sur l'analyse. Alors l'expérience de la Fondation Hodier est un peu différente. Il a toujours utilisé des poussins, mais cette fois il les a pas imprégnés avec le robot. Il les a mis 15 par 15 à chaque essai, et il les a placés dans le noir. Et en fait les poussins n'aiment pas le noir quand c'est pas l'heure de dormir. Alors en fait ce qu'ils veulent c'est de la lumière. Et il a placé une bougie sur le robot, et donc la théorie c'était que les poussins voulaient que le robot se rapproche d'eux pour avoir plus de lumière. Pour savoir si le poussin s'était rapproché ou pas, là il n'a pas fait des trucs avec des cases et tout, il a compté en fait la position en X, c'est-à-dire s'il allait à gauche ou à droite, et il a fait une moyenne de l'ensemble des positions en X du robot, et si le robot s'était déplacé plus vers les poussins, on avait une position en X supérieure au total, et s'il s'était déplacé moins, on avait une position en X inférieure. Sur 80 essais, on a eu 56 déplacements supérieurs en X, ce qui représente 70% des déplacements vers le X. Alors que pour les essais tests, où il n'y avait pas de poussin, et ben là on avait du 50-50. Donc là encore, c'était significatif. Passons maintenant aux critiques qui ont été faites sur les travaux de René Péhoc. La première critique dont je voulais vous parler est celle qui a été le plus relayée, et même par des personnes se considérant scientifiques, alors que vous allez voir, elle est très faible. Il s'agit en fait d'une critique de quelqu'un qui vient du cercle zététique, qui s'appelle Damien Tribouleau, et qui, après avoir vu une émission de télé où René Péhoc présentait ses travaux, s'est dit qu'il allait refaire ça pour le démonter. Sauf que apparemment, il n'avait pas lu la thèse de René Péhoc. Parce que par exemple, en fait, il dit il suffit de sélectionner les bons tracés pour montrer qu'il y a eu un effet. Mais c'est oublier que René Péhoc n'a pas sélectionné de tracés. Il a pris tous les tracés qu'il a eus et il a montré les statistiques. Il a bien fait une analyse statistique. Il n'a pas dit voilà, regardez un tracé exceptionnel. Non, il a pris tous les tracés, même ceux qui n'étaient pas exceptionnels, et c'est ça qui met en valeur dans sa thèse. Ensuite, il dit que l'effet observé s'explique très simplement par ce qu'il appelle l'effet de bord et l'effet de coin, c'est-à-dire le fait que quand le robot touche à un bord, il est forcément obligé de repartir, ce qui fait plus de tracés à un endroit. Sauf qu'en fait, ça n'explique pas du tout le fait que cette soi-disant effet de bord s'est placé dans le coin, là où il y avait le poussin, et que sinon, il n'y avait pas cet effet de bord. Alors, il y a quelqu'un qui a tout de même repris ces critiques pour faire une analyse plus approfondie, et qui a montré que, en fait, si on reprenait les calculs qui étaient faits par Damien Tribouleau dans son fichier Excel, il n'y avait pas de résultats significatifs, alors qu'il y en a un dans la thèse de René Péhoc, parce qu'il y a le poussin. Donc vraiment, cette analyse n'est pas intéressante. Je ne sais pas pourquoi des personnes l'ont relayée, alors que ça démontre très nettement le manque de connaissance du sujet de l'auteur. Ensuite, il y a eu des critiques qui ont été faites sur un forum sur Internet qui s'appelle Les Sceptiques du Québec. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Joséka qui a fait plusieurs critiques que je trouve déjà plus constructives, on va dire, et plus cherchées. La première critique qu'il y a, c'est qu'il dit que le fait d'avoir utilisé simplement une bande de 1 cm sur les bords constitue une perte énorme d'informations. Alors je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est sûr, il y a eu perte d'informations parce que en fait on n'a pris que les déplacements sur les bords. Pour la défense de René Péhoc, je pense que c'est parce que c'était d'un point de vue pratique plus facile à faire, parce qu'il faisait tout à la main, et donc imaginez prendre tous les carrés de tous ces essais, ça devait être déjà très très long, ne serait-ce que pour une bande de 1 cm. Et à mon avis, il a sélectionné les bords parce que pour lui, c'était la chose la plus significative, parce que le bord indique la destination où veut aller le robot. Donc c'était quand même pas bête de prendre les bords, mais c'est vrai que la critique est pas mauvaise. Par contre, ça prend pas en compte les travaux de la Fondation Hodier, alors que pourtant ce Joséka était au courant de ces travaux-là, qui eux prennent vraiment toutes les données qui sont intéressantes, à savoir le déplacement à gauche ou à droite. Et là, on a toutes les données et les résultats sont tout aussi significatifs. La deuxième critique qui est faite et qui est aussi non avenue avec les travaux de la Fondation Hodier
et que René Péoc a utilisé un rectangle, vous vous souvenez, qu'il a découpé en diagonale. Sauf que le rayon de rapprochement, l'aire de rapprochement vers le poussin a plutôt une forme de demi-cercle, de quart de cercle, enfin d'arc de cercle. Et donc la forme la plus intéressante à prendre aurait été un carré pour les expériences. Et le rectangle ne constitue pas une bonne forme parce qu'il y a des points du rectangle qui ne sont pas plus proches du poussin que les points du rectangle éloignés. Alors ça, c'est aussi une bonne critique, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment très juste. Sauf que là, encore une fois, dans les travaux de la Fondation Odier, la forme du rectangle n'était pas importante parce qu'on ne considérait que les déplacements à gauche ou à droite, ce qui était le plus important. Donc là, ça n'explique pas. Puis de toute manière, ça n'explique pas pourquoi on a eu des résultats significatifs d'un côté quand il y avait le poussin et pas quand il n'y avait pas le poussin. Parce que même si la forme est mauvaise, les résultats sont tout de même intéressants à prendre. Enfin, il émet une critique avec laquelle là je ne suis pas du tout d'accord. Il dit que pour savoir si le robot s'était rapproché du poussin, il fallait simplement mesurer la distance entre le robot et le poussin avant l'expérience et la distance entre le robot et le poussin après l'expérience. Sauf que c'est ne pas prendre du tout en compte le fait que le robot se déplace pendant 20 minutes et aléatoirement. Alors si pendant 19 minutes le robot se déplace vers le poussin et qu'à la dernière minute il revient au centre, on va considérer qu'il n'y a pas eu de déplacement. Ça serait vraiment une perte énorme d'informations de n'utiliser que cet indice-là. Alors vous voyez que même si certaines de ces critiques sont intéressantes, elles ne permettent pas d'expliquer pourquoi dans le cas où il n'y avait pas de poussin, le robot se déplaçait aléatoirement, et dans le cas où il y avait un poussin qui était conditionné, le robot se déplaçait vers le poussin. Ou quand il y avait la lumière, il se déplaçait aussi vers les poussins. Donc, ces personnes qui ont critiqué, à un moment, elles se sont retrouvées coincées, on va dire, et elles se mettent à attaquer la personne de René Péoc. À dire, par exemple, qu'il a eu son doctorat dans une pochette surprise, que le jury était conquis à l'avance, qu'il n'est pas bon en mathématiques, il se trompe dans les analyses statistiques. Alors, déjà, moi je trouve que c'est assez bas d'attaquer une personne comme ça quand justement on n'a plus d'arguments sur ses travaux. Et en plus, il faut savoir que René Péoc, c'est quelqu'un qui a eu 3 doctorats. Donc il a un doctorat en éthologie, spécialisation dans le comportement animal, il a un doctorat en médecine, puis il a un autre doctorat qu'il a passé tous en même temps. Il a aussi des prix scientifiques et il a travaillé avec le président de l'Académie des sciences. Je veux dire, c'est quelqu'un de très reconnu scientifiquement. C'est pas quelqu'un qui sort de son garage et qui a une licence de statistique ou une licence de bio, quoi. Cette personne est un scientifique de haut vol. Voilà, je trouve qu'attaquer une personne sur la forme comme ça et s'en prendre directement à elle-même et pas à son travail, ça montre qu'en fait on est coincé dans son argumentation et qu'on cherche par tout autre moyen à discréditer l'autre. C'est vraiment pas une attitude scientifique et vous verrez dans d'autres vidéos que beaucoup de soi-disant sceptiques ont cette attitude-là par rapport aux études sur la parapsychologie. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur cette notion de preuve absolue de l'influence de l'esprit sur la matière. Pour moi, il pourrait s'agir d'une preuve absolue parce que premièrement, ces expériences ont été menées avec des robots et non pas avec des humains. On sait que dans les expériences qui mettent en jeu des humains, beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. On est souvent obligé de faire du double aveugle, de prendre en compte des données psychologiques, tout ça. Alors que là, il s'agit d'un robot qui ne pense pas, ni rien du tout, et puis qu'on peut analyser très facilement et froidement ses résultats. Ensuite, ce que je trouve très important, c'est que la différence entre les expériences témoins et les expériences significatives avec les poussins est très faible. Dans un cas, on a un robot qui se déplace tout seul. Dans l'autre, on a un robot qui se déplace tout seul, mais on a placé juste un poussin à côté. Et la différence, quand il y a un poussin qui a été imprégné ou pas, est très significative. Donc là, le seul facteur qui change, c'est le fait que le poussin a été conditionné. Et ce conditionnement ne génère qu'une intention différente en fait. Soit le poussin
s'en fout du robot et donc là le robot il bouge normalement, soit le poussin croit que c'est sa maman et là le robot vient vers le poussin. Donc on peut clairement affirmer que c'est le fait que le poussin pensait que c'était sa maman qui a fait que le robot est venu. Par contre, pour que ce soit une preuve absolue, pour moi, il faudrait qu'il y ait réplication des résultats. Et là, j'ai découvert très récemment un article très récemment qui a été publié à un congrès de parapsychologie en 2005, c'est des Sud-Africains qui ont repris les expériences de René Péhoc et qui ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions. Là, ça nous emmène à la difficulté de reproductibilité des expériences en parapsychologie. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et vous verrez, je pense qu'on va reparler de cette expérience qui a été répliquée. Et d'ici là, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que vous vous posez des questions par rapport à tout ça. Peut-être que pour vous, il s'agit déjà d'une preuve absolue ou pas. J'aimerais vraiment que vous me le mettiez en commentaire ou que vous m'écriviez. Ça m'aiderait beaucoup à avancer, à faire d'autres vidéos. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.